Bonjour Soleiman, tu vas bien? Ça va très bien et toi, Très Mathieu? bien, très bien. Bonjour. Bonjour. Donc, tu fais partie des collaborateurs les plus expérimentés du CAI, avec un parcours riche et diversifié au sein de l'organisation. Avant d'y travailler, ton expérience personnelle et professionnelle s'est déjà entremêlée de manière intéressante, et c'est justement cette histoire croisée qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons explorer ton parcours, les étapes marquantes, ton évolution, ainsi que ton regard sur ton métier et le secteur. Donc, peux-tu tout d'abord te présenter, nous raconter ton parcours avant de rejoindre le CAI? Oui, voilà, je peux dire que je suis peut-être parmi les plus anciens déjà pour clarifier les choses, mais pas nécessairement les plus expérimentés comme tu l'avais dit dans l'introduction. Mais bon, voilà, ici, ça fait 31 ans que je suis en Belgique. Donc, je suis arrivé comme étudiant. Je voulais faire les études en sciences appliquées. J'avais beaucoup de choses en tête, soit l'aéronautique ou un petit peu la physique. Donc finalement, j'ai fait physique et maths qui va avec naturellement. Je suis arrivé avec beaucoup de retard quand l'obtention des visas, donc ce qui est toujours problématique pour les gens jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Donc je suis arrivé avec beaucoup de retard, donc j'ai commencé directement à la spéciale maths, qui était en ce moment-là à Saint-Aubin, à l'actuelle Académie de police ou campus provincial, pour être plus précisément à Salzine. Donc j'ai fait une année là-bas. Et puis, à la fin de l'année, j'ai passé l'examen d'études d'ingénieur à Louvain-la-Neuve. Mais finalement, je n'ai pas été à Louvain, j'ai entamé des études en sciences physiques à l'université de Namur. Ah oui. Voilà, un petit peu là, j'ai étudié un peu à Namur, à Louvain-la-Neuve. Et puis, j'ai continué, quoi. J'ai terminé là, à Louvain, avec un titre pédagogique. Ah oui, d'accord. Mm. Donc, de formation, tu es professeur de mathématiques et d'informatique. C'est Oui, bien ça? maths physique. Maths physique? L'informatique, j'ai fait après. Ah Donc, oui, j'ai après. suivi des cours d'informatique. C'est vrai qu'après la formation, on nous a dit quand même qu'on était censé enseigner aussi l'informatique. Mais j'ai repris les études en promotion sociale pendant que j'ai travaillé déjà. D'accord, tout Mm. à fait. Et donc, quelque part, on se demandait comment ces compétences, donc en mathématiques, physique, ont été mises à profit dans ton parcours professionnel et comment, quelque part, tu as découvert le CAI. Comment est-ce que tu es passé de professeur de mathématicien, physiste, spécialiste en physique, à travailleur au CAI? Oui. Bah, ici, je vais dire encore, loin d'être mathématicien ou physicien, mais j'étais formateur dans ces matières-là, parce que voilà, les mots mathématiciens, c'est les grands chercheurs, les gens qui ont fait beaucoup de découvertes. Moi, j'ai été tout simplement, voilà, un petit formateur. Et donc, en fait, comme on dira plus tard dans l'entretien, quand moi j'ai terminé mes études, donc comme tout le monde, je me cherchais un petit peu là, je cherchais du boulot un peu partout. Dans un premier temps, il faut aussi se dire quand j'étais arrivé, donc moi j'étais venu avec l'objectif terminer mes études et avoir mon diplôme et retourner et travailler dans mon pays. Voilà, donc au moment où je terminais les études, j'ai obtenu le diplôme. Il y avait un projet qui nécessitait un petit peu de compétences et de connaissances pour l'autocréation d'entreprises, l'autocréation d'emplois, et avec en tout cas beaucoup de soutien ici en Belgique. Et l'entreprise en question serait quand même installée en Afrique, donc basée en Afrique, avec le travail en Afrique. Donc, j'ai eu une entrée au CAI, j'ai eu une connaissance de CAI à un moment parce que à un moment, je voulais aller et continuer les études en Allemagne. Ah,
Donc, je ne sais plus par quel biais, je crois que via l'Infojeune, j'ai été orienté au CAI pour des questions concernant la situation, le séjour des étrangers en Belgique ou dans d'autres pays de l'Europe. Je crois que c'est à ce moment-là que je suis venu poser des questions pour moi-même au CAI. Ah oui. Et donc, pour revenir par rapport à mon engagement ici au CAI et la différence par rapport à la formation, donc quand j'avais terminé, donc je cherchais des boulots, comme je disais, partout, n'importe où. J'avais envoyé des candidatures un petit peu partout, plus quand même en Afrique. Et tout à fait par hasard, il y avait un travailleur de CAI qui m'a parlé de ces fameux projets Vitar pour lesquels on pouvait avoir des soutiens au niveau de formation aussi, peut-être un petit peu au niveau de budget, en tout cas pour l'étude de faisabilité, l'étude de marché, pour pouvoir s'installer sur son propre compte en Afrique. Ah oui. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans ce cadre-là. Mais après la formation qu'on avait suivie, et le projet n'a pas abouti. Ah oui, d'accord. Le projet était tombé à l'eau et heureusement pour certaines personnes, dont moi, on a décroché un premier emploi ici et au CAI sous forme d'article 60. Et donc, moi, j'étais mis à disposition des associations ici à Namur. Donc, il y avait le Centre culturel marocain à Namur, le Centre culturel albanais, le Centre culturel marocain à Andenne. Et en ce moment-là, il y avait Alpha 5000 ici, plus bas à la rue Musée, et avec un dispositif FNF du CAI qui donnait les cours de français. Donc nous, on était affectés dans ces bâtiments-là. Moi, avec les compétences que j'avais aussi un peu en informatique et en pédagogie, donc j'étais comme un soutien, donc comme une école de devoirs en fait qui a été mise en place, et j'allais donner un coup de main dans des associations dont j'ai cité tout à l'heure, et je travaillais avec les étudiants après l'école, les cours de maths, de physique, un peu de chimie, je faisais l'informatique, j'installais les ordinateurs en ce moment-là. Ça a commencé à se vulgariser, donc c'est dans les années 2000. Ah. Il y avait des ordinateurs pour les associations, ces ASBL-là. Donc, c'est moi qui installais un petit peu leur ordinateur, mettais à jour les logiciels, installais les pilotes pour imprimer. C'est pas comme maintenant, hein. Les pilotes sont d'office préinstallés. Non, à ce moment-là, il fallait tout réinstaller, installer Windows, installer Office, paramétrer un petit peu les imprimantes et éventuellement leur montrer l'utilisation, créer une adresse email pour l'association, voilà, faire toute une petite organisation, créer des fichiers, les enregistrer, voilà. Donc c'était un petit peu ça. Et dans le bâtiment ici, Alpha 5000 FNF, français pour les non-francophones. Et aussi, on s'occupait un petit peu des présences. Donc moi, comme j'aimais bien, j'avais créé un petit fichier Excel où on avait les noms des personnes par ordre alphabétique et qu'on pouvait noter les présences. Et à la fin de la semaine ou du mois, on calculait, je vais dire automatiquement, le jour de présence, et pour pouvoir aussi faciliter la communication avec les forums pour ceux qui ont le contrat F70 bis. Pour ceux qui connaissent, donc en fait, c'est pour le remboursement des trajets et des personnes et interventions au niveau des frais de garde d'enfants. C'est toujours d'actualité, hein. Il y a encore des projets pour lesquels les apprenants ou en tout cas les bénéficiaires continuent toujours à profiter, à bénéficier des avantages de ces dispositifs. Ah oui, d'accord. Donc si on suit un peu ton parcours, au début quand tu es rentré au CAI, tu effectuais des tâches qui étaient en lien avec quelque part la formation en informatique. Par la suite,
tu as été au tout début aussi, tu es devenu accompagnateur en ISP. Oui, tout à fait. Quelque part, c'est un peu loin, j'ai envie de dire, justement de ta formation initiale, etc. Oui. Que retiens-tu de cette expérience? Comment es-tu devenu justement accompagnateur en ISP? Oui. Et quel lien ou différence fais-tu avec ton poste actuel? Euh, oui, c'était très enrichissant, mais c'était aussi progressif, hein. Donc, Ah oui, je n'étais pas, donc je passais un petit peu vers la fin des contrats, mais on utilisait aussi beaucoup d'informatique. Et il y était question à un moment d'aider les personnes à rédiger les CV, les lettres de motivation, la mise en tout à fait. page de ces documents. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis les pieds dans l'ISP. Et progressivement, il y avait des questions d'équivalence des diplômes. Donc, j'ai été un petit peu formé sur l'État par les travailleurs de l'époque. Et puis, des formations un petit peu plus soutenues avec le CIRE à Bruxelles. Et il y a eu aussi pas mal de colloques, de rencontres avec les travailleurs carrément du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'époque, on appelait ça communauté française. Ah, Et voilà, donc c'est comme ça qu'il y avait aussi, il fallait sortir les offres d'emploi qu'on recevait du forum ou parfois des CPAS. Il fallait les imprimer, faire une mise en page parce que voilà, on les recevait à l'état brut. Moi, je les arrangeais un petit peu, que ce soit par ordre chronologique ou par métier. Donc, il fallait beaucoup de copier-coller. Donc, on savait un petit peu manipuler ça. On réduisait aussi un petit peu les formats pour pouvoir imprimer un certain nombre. Il y avait des valves, on les affichait et puis il faut chaque semaine faire la mise à jour, quoi. On retirait les anciennes offres, on remettait les nouvelles. Et puis aussi parfois donc, sur les sites, on disait voilà, telle offre a déjà trouvé un preneur, donc on les retire, quoi. Et donc on mettait aussi les personnes en contact avec ces offres-là. Ah voilà, tenez, il y a une offre qui correspond à votre profil. On travaille le CV, lettres de motivation, on a les offres. Donc, et c'est comme ça que j'ai été dans l'ISP pendant des années. Et voilà. Et donc, l'accompagnement dans les associations, en tout cas, les projets étaient un petit peu plus ou moins terminés. Et puis, donc, voilà, j'ai repris ces volets-là ISP. ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, quelle est ta fonction alors, aujourd'hui, spécifiquement? Et quelque part, comment l'habites-tu et qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle? Et en quoi cette fonction était utile pour toi et le public que tu accompagnes? Hum. Bon, maintenant, le terme exact, on est des accompagnateurs interculturels, donc les travailleurs de première ligne, comme on dit, avec beaucoup de polyvalence. Donc, il faut vraiment être polyvalent. Moi, je suis déjà un petit peu content de par ma formation. Et il y a le parcours d'intégration qui a été mis en place entre-temps. Donc, ici, moi, je suis accompagnateur interculturel dans le cadre de parcours d'intégration. Mais je continue aussi à faire l'ISP euh, ici à Namur et aussi dans les bureaux décentralisés. Donc dans les bureaux décentralisés, moi j'ai deux bureaux à Dinan et à Siné. Donc techniquement ou théoriquement, on fait tout là-bas, parcours d'intégration et ISP. Mais je donne aussi un coup de main ici à la cellule spécialisée ISP, ici qui sont nos collègues dans le même bâtiment, qui sont à côté. Et ils travaillent beaucoup plus cette thématique-là, un petit peu avec plusieurs projets. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une séance là, tout à fait en bas, ISP. Donc, de temps en temps, je suis sollicité pour faire un peu le bilan maths avec les groupes. En fait, le but, c'est de faire un petit peu avec les personnes quelques exercices, voir où elles en sont par rapport à leurs connaissances. Donc, toujours en lien avec ce qui est proposé ici, hein, que ce soit les formations professionnelles
avec les forums ou avec d'autres partenaires, ou éventuellement pour ceux qui veulent aller dans certains métiers qui nécessitent quand même un petit peu de calcul. Un peintre en bâtiment, il y aura quand même besoin d'avoir des notions sur ne fût-ce que les superficies pour ne pas se retrouver avec une quantité importante de peinture alors que voilà, la surface à peindre n'est pas aussi importante ou l'inverse, des choses comme ça quoi. Donc après le bilan, ce n'est pas vraiment scolaire, hein, donc c'est juste pour pouvoir aider les personnes à se situer, pour dire à tel, voilà, ok, pour toi c'est bon, il n'y a pas besoin de suivre une formation spécifique. Pour d'autres, on se rend compte qu'il y a besoin vraiment de se mettre à niveau pour pouvoir en tout cas postuler pour certains emplois ou suivre certaines formations. Et pour d'autres, malheureusement, il faut carrément reprendre des calculs de base. Ah oui, Les 4 opérations de base ne sont pas assimilées, ne sont pas vraiment maîtrisées. Voilà, il y a les gens, naturellement, hein, si on voit le parcours des personnes, il y en a qui ont été très peu scolarisés dans leur pays d'origine déjà, et d'autres ont suivi des cursus plutôt littéraires ou autres que scientifiques, où le calcul, on avait terminé avec à partir de l'enseignement primaire, voire secondaire, et qui ont un parcours assez compliqué pour pouvoir se souvenir de toutes ces notions. Il faut quand même reconnaître, pas facile si on n'est pas dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et en lien avec cela, quelles sont les principales difficultés ou limites que tu rencontres dans ce rôle? Et si tu pouvais rêver, comment aimerais-tu transformer quelque part la fonction pour, j'ai envie de dire, correspondre au mieux aux besoins de notre temps? Bah, tout évolue très vite, ça il faut le reconnaître, hein. Donc voilà, je fais aussi le parallèle avec ma formation quand je vois comment tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique, ça évolue à une vitesse folle et que les exigences sur le marché du travail sont énormes. On demande quand même aux gens maintenant de connaître pratiquement beaucoup en informatique. Dans tout, les papiers et en voie de disparition, tout s'est fait par des applications, par des tas de choses. Et aussi l'évolution des travailleurs. Donc ici, on peut dire qu'on est quand même, enfin, on fait essentiellement le travail social, même s'il y a d'autres accompagnements un peu numériques, un peu mathématiques, mais le travail reste quand même social. Le travailleur social est maintenant, comme partout, soumis à rude épreuve, donc avec la lourdeur administrative, c'est très très lourd, où on demande beaucoup de choses à faire administrativement. Et on demande aussi de suivre beaucoup de thématiques. Donc il faut vraiment se remettre en question tout le temps, suivre des formations, s'adapter et faire beaucoup de choses. Et parfois, on ne voit pas trop l'essence ni l'utilité, mais c'est comme ça. On dépend des pouvoirs subsidiaires. Donc, il y a besoin, je vais dire, des ressources. Quand je dis ressources, il faut matériel, mais aussi humain, quoi. Je vais dire par rapport à ça, quand même, honnêtement, moi je suis très content par rapport au CAI qui essaie quand même de mettre à disposition les outils. Au niveau des ressources matérielles, on est quand même bien loti par rapport à certains. Voilà, concernant les ressources humaines, pardon. Parfois ça va, parfois on sent un petit peu, on est en sous-effectif, donc il nécessite quand même beaucoup de travail, beaucoup de stress, et aussi les personnes que nous accompagnons, on leur demande de faire beaucoup de choses.
Parfois, elles se perdent. Ouais. Et puis, donc, comme nous, on est en première ligne, et c'est sur nous que les personnes, parfois, se déchargent, malheureusement, ou se confient. Donc, il y a un petit peu Ouais. les deux. Bien sûr. Donc, les personnes comptent beaucoup sur nous, mais parfois, nous-mêmes, on est très limités. Et voilà. Donc, je crois quand même que l'État, si on peut dire ça ainsi, il pourrait mettre beaucoup de moyens parce que l'État demande, ou en tout cas, beaucoup de choses aux personnes et à nous, mais avec peu de moyens. Ne fût-ce que maintenant l'offre de formation dans les cours de langue dont je parlais tout à l'heure avec Alpha 5000 et FNF, il y avait des effectifs qui étaient vraiment contrôlables, il n'y avait pas de surcharge, il y avait des petites classes, des petits groupes où les gens étaient quand même très contents de venir apprendre. Maintenant, il faut parfois, il y a des délais, pour être honnête, entre 6 mois et 1 an d'attente. Ah oui. Rien que d'attente. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, pour les cours de français. Les citoyennetés, n'en parlons pas. Donc la demande est assez élevée. Ah, plus qu'élevée. Donc ici, on a mis en permanence là une parenthèse pour inscrire les gens. Et c'est le mercredi. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai entendu mes collègues, il y avait potentiellement 25 personnes qui vont venir s'inscrire. Les semaines passées, c'est pas mieux. Pas 15, 20. Je sais pas où est-ce qu'on va les caser. Il y a plus de c'est parce qu'il y a plus de places disponibles qu'on les envoie s'inscrire sur la liste d'attente. Elles vont passer les tests en janvier au plus tôt, en janvier ou février, mars, pour pouvoir vraiment mieux les orienter vers les niveaux adéquats. Ah oui. Donc il y a vraiment un besoin de refinancer le secteur. Il y a besoin de refinancer le secteur. Il fonctionne vraiment, comme on dit, à flux tendu. Ouais. Il faut plus de moyens. Et puis, on demande quand même aux gens de faire beaucoup de choses. Et les gens sont perdus. Même nous, on est perdus dans les papiers administratifs et c'est pas possible. On doit faire un travail social qui est, je vais dire, le travail premier, mais on est submergé par l'administratif. Par toutes les tâches administratives qui viennent grignoter des heures de travail, qui pourraient être mises à profit. À profit du travail social. Pour un accompagnement, je vais dire, plus efficace, plus importante, mais malheureusement, on est soumis quand même à des tâches administratives rébarbatives. Tout à fait. Tout à fait. Selon toi, parce qu'on vient justement de parler de l'accompagnement social, et donc il y a vraiment quelque part une relation, je suppose, de confiance aussi avec le public. Donc on se demandait, est-ce qu'il faut être d'origine étrangère ou avoir une compétence spécifique pour occuper ce poste? Et selon toi, quels sont les principaux savoir-faire, savoir-être quelque part aussi qui sont requis pour assumer cette fonction? Je vais dire, donc déjà, c'est pas nécessairement être personne d'origine étrangère. Ça, ce n'est pas une condition vraiment sine qua non. Mais voilà, un travailleur social, il doit quand même, je vais dire, être le minimum d'empathie, ça c'est sûr, et beaucoup d'écoute, parce que c'est à ce moment-là que la relation de confiance s'établit avec les personnes. Et il faut connaître la matière et le secteur. Donc, en fait, il y a plusieurs services. Il faut vraiment les connaître pour pouvoir vraiment orienter les personnes toujours vers les bons services, donner les bonnes informations, parce que ça évolue très très vite et il y a énormément de bruit, de rumeurs, de choses que les gens entendent dans le quartier, chez les amis, ou qui tout simplement veulent appliquer une situation d'une personne à la leur, quoi. Il y a chaque personne, je vais dire, différente,
avec sa singularité, à des situations complètement différentes qui donnent des accès aux droits différents. Donc, si on ne maîtrise pas bien, on risque d'induire les gens en erreur et là, c'est toujours pas très bien vu après, soit donner des faux espoirs aux gens ou bien induire les gens en erreur, ça peut être complètement je vais dire, non seulement perturbateur, mais ça peut avoir des conséquences très graves pour les personnes. L'exemple simple, c'est par exemple les gens qui obtiennent les titres de séjour comme demandeurs de protection, qui obtiennent leur statut et qui pouvaient faire le regroupement familial la première année, sans condition. Si la personne n'a pas été informée à temps, parce que c'est des procédures qui prennent aussi énormément de temps, et après une année, la personne doit remplir des conditions parfois presque impossibles pour pouvoir ramener soit leurs conjoints ou leurs enfants ou d'autres membres de la famille si c'est encore possible. Alors que la première année, il n'y a pas de conditions. Donc, ça, on a parfois des gens qui n'ont pas été informés ou qui ont été mal informés et qui se retrouvent vraiment en difficulté. Alors, donc, ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'il faut connaître. Et il faut aussi accepter, ça, je crois que c'est la force aussi d'un travailleur social, de dire que je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à dire, je ne sais pas. On va chercher la réponse avec vous. Ça, c'est très important. Mais vraiment, après l'écoute, et ça, c'est toujours essayer de travailler avec les personnes, les impliquer au maximum pour vraiment maîtriser un petit peu les b.a.-ba ou en tout cas certaines étapes de leur propre parcours, quoi. Ah oui, qu'ils puissent quelque part pouvoir chercher aussi des informations si nécessaire par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Voilà, et aussi prendre beaucoup de recul et ne pas toujours écouter ce que les gens disent. Moi, j'ai vu une femme qui disait que non, elle ne remplissait pas les conditions pour demander la nationalité parce qu'elle n'avait pas suffisamment travaillé. Et c'est que son voisin a dit, il faut travailler 5 ans. Quand je discute avec elle, j'ai dit non, vous n'êtes absolument pas obligé de travailler parce que vous avez un conjoint belge et vous avez des enfants de nationalité belge. Donc vous êtes dispensé de ces volets-là. Il faut remplir d'autres conditions qui sont beaucoup plus faciles. En un mois, vous pouvez les remplir, quoi. Il était étonné, il a dit, si j'avais su depuis longtemps, il dit oui. Voilà, les voisins, votre voisin a sa situation particulière et vous êtes dans une autre situation. Donc un cas n'est jamais un autre. Tout à fait. Voilà. Et donc ça demande aussi quelque part de la part du travailleur une capacité d'adaptation phénoménale. Oui, absolument. Capacité d'adaptation, beaucoup d'écoute, beaucoup de remises en question, beaucoup d'empathie. Et voilà, je pense que c'est ces qualités-là qu'il faut pour un travailleur social. Et aussi, voilà, l'approche. Bon, moi, je vais dire, j'ai bénéficié aussi de l'aspect pédagogique que j'avais dans mon bagage antérieur. J'ai mis ça à profit pour pouvoir un petit peu dialoguer avec des personnes, faciliter un petit peu certaines choses. Ce qui pourrait aussi être utile, la connaissance des langues étrangères. Puisqu'on travaille quand même essentiellement avec des personnes étrangères, d'origine étrangère. La connaissance des langues, ça peut faciliter, même si on pouvait faire appel au CETIS, qui a des interprètes ou des traducteurs de manière professionnelle, quoi. Mais ne fût-ce que connaître quelques langues, la culture des gens, ça facilite quand même beaucoup de choses. De pouvoir aussi quelque part discuter de manière directe avec eux, plutôt que via un interprète. Oui, c'est ça. De créer un caractère humain à l'échange. Exactement. Parce qu'une fois que la relation de confiance est établie, on les voit parfois. Donc la personne qui commence avec un travailleur, par après, elle n'a pas trop envie d'échanger. Ce qui est compréhensible, parce que parfois, donc, à chaque fois, il faut relater la même histoire. On n'a pas toujours envie de remuer les couteaux dans la plaie. Et voilà, quelqu'un qui connaît déjà, on sait comment les choses sont
au passé, où on en est, comment on avance. Mais s'il faut chaque fois recommencer, le bénéficiaire, il est complètement perdu, quoi. Tout à fait. Voilà. Et tu parles ici donc du coup des histoires de vie des personnes que tu rencontres. Quelque part, comment cela a influencé ton point de vue sur le parcours d'intégration tel qu'il est porté aujourd'hui par le CAI ou tel qu'il est décrit dans les décrets? Est-ce que tu penses qu'il doit y avoir des modifications? Est-ce que tu vois certains côtés positifs depuis qu'il est mis en place? Le parcours, bon voilà, et quand il allait être mis en place, il y a eu beaucoup de réticences. Bon, au début, c'était assez simple, hein, c'était un parcours volontaire. Ce qui était exigé, c'était juste les modules qui consistaient à faire un bilan social, une séance info, droits et devoirs. Et seulement après que la formation à la langue française et la formation à la citoyenneté étaient devenues obligatoires avec les volets ISP. Ce qui nous a beaucoup embêté dès le début ou heurté, c'était l'aspect obligatoire. Et parce que les gens étaient preneurs. Dès le début, les gens suivaient les parcours d'intégration avant qu'ils ne soient appelés parcours d'intégration. Les cours de français qui se donnaient ici ou ailleurs, les gens y allaient aux cours, les gens voulaient s'intégrer, les gens voulaient apprendre la langue, les gens voulaient sortir de chez eux, aller voir d'autres personnes que de s'enfermer. Je me souviens qu'ils prenaient même les sans-papiers. Bon, naturellement, un certain nombre, parce qu'ils ne pouvaient pas remplir leurs locaux par des sans-papiers, parce qu'ils étaient financés pour d'autres personnes. Mais les gens voulaient suivre le parcours. Donc, le parcours, il a toute son utilité. Et même des personnes qui ont séjourné pendant des années quand elles venaient pour la formation à la citoyenneté, pour la demande de nationalité. Et à la fin, les gens disent, mais j'aurais dû apprendre ça à mon arrivée, quoi. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai raté beaucoup de choses. J'ai bricolé pas mal de choses et si on m'avait directement orienté convenablement, ça aurait été mieux, quoi. Donc, le parcours, moi, je le vois toujours comme un dispositif très positif pour les personnes. D'ailleurs, on a eu très, très, très peu de personnes qui ont refusé de les suivre. Naturellement, il y en a qui ont des difficultés pour les suivre parce que, bon, voilà, ils ont leurs problèmes, que ce soit problèmes de santé, psychologique ou d'ordre familial. Ça, ils étaient en retard. Donc voilà, bon, maintenant, le parcours étant ce qu'il était, puisque c'est quand même obligatoire, il y avait des sanctions à la clé, qui est quand même un petit peu dommage pour certaines personnes. Il y a toujours quelques-uns, hein, quand on regarde, mais c'est très marginal. Le nombre de personnes qui ne suivent pas le parcours sans raison valable, c'est très peu, on peut compter sur le bout des doigts. Mais la grosse majorité des personnes ont envie de suivre le parcours d'intégration. Quand on regarde aussi même les listes, ici, les listes d'attente qu'on a, on a au moins 50% de personnes volontaires qui n'étaient absolument pas, qui ne sont pas du tout obligées de suivre le parcours, mais qui sont quand même demandeurs. D'accord. Voilà, le parcours, moi, je le vois quand même positif pour les personnes, parce que déjà, comme on a dit, ils ont des informations sûres, accompagnées par des services compétents, mais ça les évite alors d'avoir des rumeurs à gauche à droite. Ah bah tiens, j'ai entendu, mon voisin a dit, j'ai appris. On a des rumeurs, parfois on parle à la télé, ils prennent ça pour la réalité. Et ben nous, au moins quand ils sont, quand les infos sont claires et cadrées, ça permet quand même aux gens de trouver quand même les réponses à leurs questions. Tout à fait. Ouais. Et donc on entend dans ce que tu dis qu'il y a eu quelque part aussi une réelle évolution depuis le parcours d'intégration. Ce qui nous amène à une question qu'on se posait qui est quelle différence perçois-tu entre ton arrivée et la situation actuelle au CAI?
Je suppose qu'il y a eu des bouleversements dans la manière dont l'intégration est organisée en Wallonie depuis lors. Donc quelque part, on se demandait vraiment s'il y avait des choses qui avaient changé dans les habitudes, dans la manière dont on enseigne les compétences, par exemple aux primo-arrivants. Hmm. Oui, 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 voilà, ça a évolué, hein, c'est un chamboulement. Quand on voit, comme je disais, déjà le parcours, quand il avait été commencé, c'était très light. Même les heures de cours de français à suivre, on est passé de 120 heures à 400. Formation de la citoyenneté, c'était de 20 à 60 heures. Et le volet ISP, on demande toujours minimum 4 heures, mais maintenant on est quand même beaucoup plus exigeant. Il faut au moins quand même ces 4 heures-là. Et voilà, donc il faut s'inscrire, la liste d'attente. Au début, il y avait un peu la place partout, à tout moment. Maintenant, ça a complètement chamboulé. Il faut chercher. Il y a des régions vers le sud de la province et tout ça. Il faut attendre parfois plus d'1 an. Parfois, il y a 1 an, 2 ans qu'il n'a pas eu de formation à la citoyenneté. Et même maintenant, on avance un petit peu, on complique un petit peu aux opérateurs qui ne peuvent pas faire plus de modules que prévu, alors qu'il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et donc, les choses ont évolué et beaucoup de changements au niveau des décrets. Les décrets ont changé, je ne sais pas combien de fois. Il y a les nouveaux qui va être d'application à partir du 1er janvier. Et bon, voilà, il y a eu des assouplissements quand même par rapport au nouveau décret, mais le travail a quand même explosé, quoi. Et les demandes aussi. Ah oui. Les demandes et même les situations problématiques. Des choses qu'on n'avait jamais connues avant, qui prennent énormément de temps. Quand je regarde tout ce qui, les dernières années, qu'on rencontrait les gens avec des problèmes psychologiques très graves, problèmes de santé aussi, pas nécessairement santé mentale, mais santé physique normale. Il y a des gens qui ont eu des cancers, qui ont qui doivent faire comment est-ce qu'on appelle encore des dialyses, des tas de choses comme ça. Il y a eu des décès, tout ça on n'a pas connu. Hein. Avant on connaissait, il y a eu des décès, il y a des gens en prison. Il y a alors ce qui est encore à exploser de manière exponentielle, c'est les violences intrafamiliales. Donc, tout ça, c'est des cas mais très, très compliqués. Et voilà, avec des gens qui viennent des pays en guerre, on a quand même connu des vagues. Hein. Il y a, au début, donc voilà, il y avait un peu le génocide du Rwanda. Bon, quand j'ai commencé, il y a longtemps, donc il y a eu les Balkans, il y a eu la Syrie. Il y a, maintenant, on est toujours dedans avec l'Ukraine. Et voilà, maintenant, il y a eu beaucoup de changements là. En Palestine aussi, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et la Syrie à côté, beaucoup d'incertitudes. Et beaucoup de stress aussi pour les gens qui sont en attente. Et aussi les sanctions, hein, tombent. Hein. Les sanctions, donc c'est 1 an et demi depuis qu'on a mis les sanctions, commencent à tomber, les gens commencent à payer les amendes. Hein. Je crois qu'ici dans notre centre, on est encore à 200 euros. Ah oui. C'est prévu de 50 à 2500, donc celui qui a payé 200, ça veut dire qu'il a été au moins 3 fois sanctionné, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est le maximum qu'on a maintenant. Après les 200, ça va passer à 400. Ça va finir par arriver. Hein. Ah oui. Voilà. Maintenant, pour les nouveaux, ça va être encore un petit peu, ça va se calmer puisqu'on a quand même doublé le délai, mais le métier a complètement évolué et les gens sont de plus en plus aussi exigeants, surtout depuis Covid avec les fermetures, machin. Et beaucoup de services, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais ils sont aussi saturés et les gens ne trouvent pas de réponse. Donc, les gens reviennent vers nous. Si des services comme les CPAS, qui sont quand même des services d'accompagnement social
de par sa définition même. Et alors, les gens se retrouvent à attendre pendant très très longtemps. Celui qui veut, par exemple, remplir les formulaires pour la demande des crèches, et parfois ils sont obligés de revenir chez nous parce que les CPS ne répondent pas. Ah oui, d'accord. Formulaire de demande des crèches, les bourses d'études, les inscriptions dans les écoles. Tout ça devenu numérisé, tout se passe par l'informatique. Donc il faut ces compétences-là. Au-delà, il faut avoir un appareil qui permet de le faire. Je ne t'apprends rien, hein. Compléter un formulaire sur le GSM, c'est pas possible, hein. Moi, je n'ai pas trop envie. Hein. Je le fais, mais c'est pas le truc le plus facile. C'est tout petit à petit, passe à côté d'une lettre. Et les informations qu'on demande, il faut l'ordinateur. Et alors, il faut scanner les documents, il faut les joindre. Tout ça, les gens ne savent pas le faire. Il n'y a pas beaucoup de services qui le font. Il n'y a pas beaucoup. Donc, et chez nous, comme il y a quand même une relation de confiance, les gens reviennent avec ça. Et on a du mal à rejeter ces demandes-là. Parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas envie. On se dit aussi que si on ne le fait pas, qui va le faire? Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Toutes les informations qu'ils doivent avoir, l'administratif, les problèmes avec les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de télécom, le problème avec les propriétaires, les problèmes avec ça, les index mal encodés. Et il faut appeler, il faut parler français, il faut parfois 45 minutes, voire plus d'attente. Et d'attente, même pour nous, même quand je dois faire les démarches pour moi, je ne suis pas à l'aise quand je dois faire pour les gens. Et en plus maintenant, avec l'histoire des RGPD. Souvent, tu te présentes, le travailleur social, ils doivent d'abord tout noter. Et il faut que la personne réponde à côté, voilà, je suis là. Et sinon, ils ne donnent pas les infos. Non, il faut envoyer tout par mail, par écrit, envoyer nous tout ça. Tu envoies et puis il n'y a pas de suite. Quand tu vas appeler, c'est une autre personne. Donc, le truc a complètement évolué. L'accompagnement a évolué, donc les travailleurs sont surchargés. Oui, d'accord. Quelque part aussi, il y a des services comme par exemple CPS qui, pour certains, travaillent à guichet fermé, etc. Ont beaucoup de pression aussi. Beaucoup de pression, même les AS leur demandent d'envoyer-nous un mail, machin. Les gens ils vont envoyer un mail dans quelle langue, et tout ça, c'est pas évident pour beaucoup. Hein. Et ils ont toujours peur de faire les erreurs, comment est-ce qu'ils vont formuler et tout ça. C'est pas évident, quoi. Justement, dans ce cadre-là, dans quelque part la grande toile qui représente le secteur d'intégration en Wallonie et en province de Namur, comment caractériserais-tu le CAI en tant qu'organisation? Et justement, selon toi, quels sont les principaux enjeux pour le public du CAI aujourd'hui? Tu viens de parler, par exemple, du fait qu'ils ont vraiment difficile à trouver, par exemple, des informations ou à avoir un suivi avec les accompagnateurs sociaux du CPS qui eux, sont surchargés. Est-ce qu'il y a encore quelque part d'autres enjeux pour ce public-là? Oui, l'enjeu, c'est les intégrer dans un premier temps, leur permettre de comprendre, mais aussi de les rendre autonomes. Donc, et aussi trouver, je vais dire, des services qui peuvent aussi être un petit peu plus disponibles pour ce genre de choses. Finalement, voilà, comme partout, il y a un service qui fait quelque chose, même si ce n'est pas son travail premier, ça le devient au fur et à mesure. Pas plus tard qu'hier, on discutait aussi de l'accompagnement vers la médiation des dettes, des choses comme ça. C'est vraiment pas notre fonction première. On se retrouve quand même à les faire parce que les gens ne trouvent pas de réponses ailleurs, quoi. Et comme je dis, on le fait aussi avec les moyens réduits. Et on nous demande beaucoup de choses. Et il y a des personnes, il y a des tâches, je veux dire, obligatoires, l'accompagnement obligatoire pour certaines personnes, des choses à faire. Et on se retrouve quand même à prendre énormément de temps pour d'autres choses qui pourraient, je veux dire, entre guillemets, être faites ailleurs. Mais voilà.
Chacun, je suis sûr, qu'il va dire la même chose. On est surchargé, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel. Et ça devient alors, qu'est-ce qui subit tout ça? C'est les personnes, quoi. Est-ce que tu penses alors quelque part qu'il serait légitime de revoir encore une fois, j'ai envie de dire, l'émission des séries, des centres régionaux d'intégration en Wallonie et quelque part de leur octroyer des moyens supplémentaires pour qu'ils puissent faire ce type d'accompagnement? Je pense, mais alors le souci, c'est qu'en tout cas, ici au niveau des CAI, on se dit toujours, on ne fait pas ce que les autres font. On travaille en complémentarité. Mais parfois, cette complémentarité, on se retrouve quand même, pas dire en concurrence, mais on le fait quand même. Il y a certaines choses, donc on a suivi des formations, tout ce qui est, je vais dire, certaines questions d'ordre juridique, on peut répondre quand on peut, sinon on doit orienter vers d'autres services juridiques qui ne sont pas aussi en nombre. Hein. Il y a aussi les délais d'attente là-bas. Ils ont aussi des dossiers très très lourds à gérer parce que dans l'accompagnement social, ce qu'on ne voit pas parfois, donc c'est un accompagnement, je vais dire, qualitatif qu'on vise. C'est pas la quantité. Je vais dire, il y a des personnes qu'on reçoit en 2 fois, le parcours, tout ce qui est obligé, c'est terminé. Mais il y a des gens, on ne peut plus compter les heures. Il y en a tellement à faire. Je veux dire, quelqu'un qui est francophone, qui était dans un centre, qui a suivi la formation à la citoyenneté, qui sort là, qui est assez autonome, assez débrouillard. On fait le bilan social, séance info, droit et devoir, on fait les tests de français, la personne réussit, son parcours est terminé. Parfois, ils sont déjà sur des formations ou ils ont déjà un projet bien ficelé, bien précis, mais d'autres personnes qui sont totalement perdues avec des problèmes, comme je disais, problèmes de santé, problèmes relationnels, problèmes de langue, donc la barrière linguistique, des trucs administratifs à gérer, pas possible. Ils sont des recours sur recours. Les avocats qui ne répondent pas, qui deviennent complètement fous, qui pètent un câble. Et c'est là, il faut un accompagnement à très long terme. Donc, il faut déjà les calmer, il faut essayer de relativiser, il faut les orienter convenablement, il faut faire les choses avec eux, peut-être même beaucoup pour eux, parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Avec des enfants qu'il faut inscrire à l'école, il faut s'occuper de tel ou tel qui a un handicap lourd. Allez-y pour trouver les infos, pour se comprendre avec les gens. C'est pas possible. Donc maintenant, il y a certains qui utilisent les appareils là, de traduction. Et les appareils de traduction, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ils ont leurs limites. Ah oui, ils ont plus que leurs limites. Moi, je me souviens encore une histoire. Et j'accompagnais un couple là qui a voulu demander la carte professionnelle à l'UCM. Ils ont envoyé la demande. Et puis, ils ont reçu une réponse. Avec votre statut, vous n'avez pas besoin de carte professionnelle. Vous pouvez directement lancer votre activité. Non, voilà, les mots notés, vous êtes dispensé de la carte professionnelle. Ils ont traduit en 3 langues. En arabe, en russe, en ukrainien. Ils ont compris le contraire. Ah oui. Dans les 3 langues, les mots dispensés étaient mal traduits. Ils ont compris comme s'ils n'ont pas les droits dispensés, donc ils ne pouvaient pas. Ah oui, d'accord. Donc, dans 3 langues, je les ai reçus. Ils m'ont dit, j'ai besoin de vous rencontrer. On a reçu un courrier. Les gars étaient décomposés là à l'entrée. Ah ouais. Il arrive, il me donne des courriers. Je dis, mais félicitations. Vous n'avez pas besoin. Comment ça, on n'a pas besoin? On nous a dit, on ne peut pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Où ça? Il me montre. Il dit, non, c'est le contraire. Vous pouvez, vous n'avez même pas besoin de cette carte. Ah oui. Alors là, tu vois comment les gens changent. Tu imagines? Donc, les gens sont un petit peu dans des trucs comme ça. Ou bien ils reçoivent un courrier, ils vont avoir un remboursement. Peut-être après, comment on dit,
pour leur électricité ou consommation de gaz, ils vont être remboursés, je sais pas moi, de 150 euros. Ils voient 150 euros. Ah non, c'est pas possible, moi j'ai pas l'argent, on me demande encore de payer. Il dit non, 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 c'est pas vous qui allez payer, cette fois-ci vous allez recevoir. Ça arrive, mais rarement, mais ça arrive, c'est pour vous quoi. Alors là, tu vois comment les gens ils changent. Et donc plein de choses comme ça qu'il faut gérer, ils sont stressés pour beaucoup de choses quoi. Ouais. Voilà. Mais dans un milieu où on a difficile à appréhender ces éléments-là, je suppose qu'on devient vite stressé et que ça se ressent aussi dans votre travail quelque part parce que vous devez gérer le stress, Ah oui, 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 l'inconnu oui. pour ces personnes. Ah oui, oui, on doit gérer le stress et au-delà même la détresse. La détresse des gens. Quand les gens arrivent, on les accueille, rien qu'on leur propose un verre d'eau, un truc, il y en a qui craquent. Hein. Ah oui. Ah oui, il y en a qui craquent. Ah, c'est pas possible, ils craquent. Il y a une grande dimension psychologique quelque Oui, part. oui, oui, bon, psychologique et aussi parfois, après avoir subi des frustrations et tout remballé à gauche, à droite, mal accueilli, et quand tu arrives à un endroit au moins tu es écouté, respecté, avec sourire, avec une tasse de café, les gens se sentent même par moments humanisés, quoi. Ils se disent, waouh, ça existe. Certains nous le disent, hein, ils disent, je n'ai jamais cru que ce service comme ça existait ici. Ah oui, d'accord. Franchement, il y a les gens qui disent, ou d'autres, bon voilà, il y a une relation de confiance qui s'établit. À un moment, les gens, ils craquent, quoi. Ils pleurent parce qu'ils ont tellement confrontés à des difficultés, mais parfois des situations kafkaïennes, des choses comme ça. Ici, il y a une collègue qui accompagne, dont j'ai dû la remplacer une fois, quelqu'un qu'on demandait de rembourser et des consommations, je vais dire, d'électricité pendant la période antérieure à son arrivée en Belgique carrément. Ah oui. Donc elle n'était même pas là. Ouais. Donc elle a juste loué quelque part. On lui a dit, ah bah non, c'est toi qui dois payer. Bah non, pas moi, je n'étais pas là pendant cette période-là. On a appelé je ne sais pas combien de fois. Hein. Comme je dis, c'est toujours 40 minutes, 20 minutes. Et quand on tombe, c'est pas mon dossier, c'est un dossier que j'ai pris pendant que la collègue était absente. Chaque fois qu'on dit ok, ça va se terminer, maintenant ils ont envoyé tout ça à un huissier de justice. Il lui faut passer par un avocat. Que les choses étaient claires. Le problème, chaque fois, on n'a jamais le même interlocuteur. Chaque fois, c'est quelqu'un d'autre. Il faut raconter l'histoire, aller chercher, machin. Et le problème est rarement réglé du premier coup. Ah non, ça demande énormément de travail. Parfois, on devient complètement fou. Hein. Comment c'est encore possible quoi. Et j'ai peur que ça ne se termine au tribunal. Hein. Il a dû chercher un avocat. Ah oui, d'accord. Pour une chose qui, en apparence, est une évidence que ce n'est pas du tout problématique. On voit, voilà, je n'étais pas là, je suis arrivé à telle date, voici la preuve, ma nouvelle carte d'identité, les documents que j'ai obtenus au CGRA, je n'étais pas là. Ouais. Ce n'était pas une histoire que je vous raconte et j'ai toutes les preuves que je n'étais même pas là. Non, on dit non, c'est pas notre problème, quoi. Ce qui veut dire quelque part aussi que ce qui faciliterait votre travail, c'est de manière large un peu, enfin de manière un peu, oui, plus large, ça serait aussi l'automatisation des droits, par exemple, ou quelque part des simplifications administratives. Même aussi. Ça, c'est le maître mot. Simplification administrative. Et chaque fois, on en parle, mais nous, on ne le voit pas. Ah oui. On en parle, simplification administrative, machin. Alors là, c'est le maître mot. Simplification administrative, augmenter les moyens, et c'est tout ce qu'on demande. Mais bon, voilà, ça c'est. Je crois que ça restera un petit peu. En tout cas pour un moment dans le rêve, quoi. Ouais. Là, on ne désespère pas, hein, mais... Non, bien sûr, bien sûr. Il faut se dire quand même qu'il faut bien rêver. Bien sûr. Qui ne rêve rien n'a rien. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voulait aussi savoir, on sait que tu participes à des initiatives communautaires et interculturelles. Quels changements et évolutions constates-tu dans ces espaces? Et quelque part, comment, selon toi, peut-on réellement construire une société interculturelle aujourd'hui? Ah, c'est un petit peu compliqué, là. Oui, c'est une question assez, assez compliquée, certes. Ouais, je crois quand même que c'est la compréhension mutuelle
qu'il faut. Donc l'effort des deux côtés, hein, chacun doit, comme on dit, euh, mettre de l'eau dans sa grenadine là, pour que ça soit Bien sûr. un petit peu, voilà, c'est un petit peu la compréhension mutuelle, les dialogues, parce que si on ne va pas vers l'autre, on ne le connaît pas, bah, la barrière reste toujours. Donc il faut vraiment décloisonner et se mettre en contact, se rencontrer, discuter. Et c'est ça qui permet la compréhension mutuelle, faciliter l'interculturalité. On apprend toujours hein, sur l'autre, hein, on apprend toujours voilà, des choses qui conviennent, des choses qui peut-être un petit peu difficiles, les chocs culturels, mais c'est comme ça quoi. Je veux dire, la Belgique a quand même, je veux dire, une histoire assez riche par rapport à l'interculturalité, ne fût-ce que les différentes langues qui sont parlées. Et ça devrait normalement faciliter. Et aussi, les personnes, voilà, beaucoup ont un parcours quand même un petit peu long, un peu difficile, un petit peu compliqué. Certains sont passés par plusieurs pays. Ça devrait normalement faciliter, mais il faut quand même l'écoute et des rencontres pour que chacun puisse mieux comprendre l'autre et mieux l'accepter, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on a justement au CAI des leviers pour promouvoir ces manières d'améliorer l'interculturalité en Wallonie? Bah, je pense, hein, on a quand même ces pôles formation ici et des formations interculturelles qui sont quand même données tout au long de l'année, soit en interne, soit avec les collaborateurs extérieurs, à la demande ou parfois voilà, mis en place dans le catalogue de formation qui est disponible et accessible. Je crois que ces formations, ces différentes rencontres qui sont organisées, chaque fois qu'il y a des événements, le CAI essaie d'être présent, de répondre positivement à certaines demandes, même si parfois ce n'est pas directement nous, mais on travaille quand même hein, cet accès-là. Donc il y a les formations, il y a les colloques, il y a je vais dire les présences physiques organisées sur le terrain, la lutte contre le racisme et tout ça, ça favorise en tout cas et ça facilite un petit peu, ça permet aux gens de vivre dans une société interculturelle avec tous les apports positifs qui existent. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et enfin, si tu pouvais rêver, c'est une question un peu piège. Que changerais-tu dans le fonctionnement du CAI pour répondre aux défis sociétaux actuels, que ce soit concernant l'intégration, l'interculturalité? Bah, je vais dire, il y a les études qui ont été faites, hein. Il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont utiles. Maintenant, je vais dire un peu plus de moyens, ça nous permettra. En tout cas, les ressources, les connaissances, les dispositifs, ça existe, mais un peu plus de ressources, ne fût-ce que des locaux pour pouvoir un petit peu accueillir, mettre en place certaines choses, et puis les ressources humaines, je pense. Il est moyen, un peu plus de moyens, ça permettra à certaines personnes, peut-être même des travailleurs qui auront envie de suivre certaines formations. Parfois, on est tellement pris que une absence d'un jour de formation, ça devient un petit peu problématique à récupérer. Si c'est plusieurs jours, parfois les gens refusent. Hein. Les gens disent non, je ne vais pas aller. Je travaille déjà à temps partiel. Si je vais prendre déjà des journées complètes pour des formations,
et comment est-ce que je vais rattraper déjà mon retard au niveau du travail et au niveau d'absence aussi. Ça devient compliqué. Mais si on avait des ressources peut-être assez suffisantes, on peut dire, OK, ça va, même si je ne suis pas là, le travail pourrait bien continuer. Et je pense qu'un peu plus de ressources, et peut-être moyennant peut-être un petit peu élargir, hein, suivre aussi d'autres formations pour être plus au top, je serais vraiment l'idéal, quoi. Ouais, c'est bien. Le CAI lui-même, comme je dis, fait de son mieux en mettant à disposition les outils nécessaires pour qu'on puisse travailler sereinement, mais ça ne suffit pas. Ouais. Les demandes sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on met à disposition, quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on te remercie pour justement ces informations, pour nous avoir expliqué ton parcours de vie, quelque part aussi le travail au quotidien d'un travailleur social, et de nous avoir aussi relayé les problématiques du secteur et les histoires de vie que tu rencontres dans le cadre du processus du parcours d'intégration. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est peut-être, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais comme on est un peu limité par le temps, je crois que j'ai juste abordé l'essentiel, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.